À chaque génération, son lot de nouveautés. Régions, histoires, personnages et bien sûr Pokémon. Et la 9ème génération n'échappe pas à la règle. Mais comme d'hab, les éternelles plaintes sur les choix de Game Freak se font entendre. Il y a des choses qui ne plaisent pas à tout le monde et certains se permettent même le classique, mais pourtant toujours aussi irritant, c'était mieux avant. Mais peut-on sérieusement penser ça? Les premières générations étaient-elles vraiment meilleures qu'aujourd'hui? Et on ne parle pas de gameplay ni de graphisme. Alors aujourd'hui avec le frérot Elio, laissez-nous vous prouver le contraire. Voire pire, vous prouver que Pokémon avant, bah c'était pas si bien. Et comme d'hab, il est conseillé de regarder la vidéo jusqu'au bout. Les Pokémon étaient mieux avant. La composante essentielle de chaque jeu. Logique, une nouvelle génération n'en est pas une sans nouveaux Pokémon, et c'est justement ce qui est le plus critiqué. Depuis toujours, les adeptes des anciennes générations critiquent les suivantes. Parce que, bah, c'est facile. Et je parle uniquement des fans de la licence, ceux qui y jouent toujours, pas des nostalgiques qui n'en ont fait qu'un souvenir d'enfance. Et certaines analyses vont pas bien loin, genre, mais y a pas d'effort, c'est juste un canard avec des cheveux. Alors que quand on est fan, on comprend que, c'est un canard avec des cheveux. Et en soi, il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, les goûts et les couleurs. Il y a des Pokémon qu'on aime plus que d'autres. D'autre part, parfois, on a l'impression qu'ils ne collent pas aux générations précédentes. Ils n'ont pas l'air d'être du même univers. Quand on est habitué à des créatures qui ont toutes été conceptualisées selon un certain modèle, on est plus vite frappé lorsque celui-ci est changé. Globalement, chaque génération suit son propre modèle, histoire que les créatures de la région collent entre elles. Des modèles eux-mêmes regroupables en standard, suivant l'époque des générations concernées. Par exemple, les derniers Pokémon sont bien plus proches des Pokémon de la 5ème génération que de ceux de la 4ème génération en termes de design. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes standards. Les Pokémon de la 4ème génération essayaient d'être cohérents avec les 3 premières générations, alors que ceux de la 4ème génération voulaient proposer quelque chose de plus rafraîchissant. Logique quand on sait qu'ils se voulaient être le renouveau de la licence. Et c'est ce standard que les Pokémon suivent aujourd'hui. Pour finir, on a l'impression qu'ils sont trop surchargés, ou parfois pas assez travaillés. Et ça, en vrai, bah y a débat. Parce que pour commencer, je pense que si la première génération sortait aujourd'hui, déjà elle ressemblerait pas du tout à ça. Mais si on prenait exactement les mêmes Pokémon qu'avant et qu'on les sortait aujourd'hui, bah ça ferait du bruit. Les gens crieraient au design fatigué et pas assez travaillé. Mais alors, que se passe-t-il si on prend Salamèche et qu'on le met en face de Chochodile? Peut-on dire pour autant que Chochodile est plus travaillé que Salamèche? Après tout, il a plus de détails. Salamèche, c'est qu'un lézard qui gagne des ailes en évoluant. Bah non, le design de Chochodile est juste plus complexe. C'est ça qui plaît majoritairement aujourd'hui. Mais un design plus complexe n'est pas un design plus travaillé. En soi, c'est quelque chose que l'on ne pourra jamais vraiment reprocher à Game Freak. Ils se sont toujours investis dans leur recherche pour la création de nouveaux Pokémon, et ce depuis la première génération. Suffit de voir les vidéos de la chaîne Trans qui parlent de ses inspirations pour le comprendre. De même qu'en soi, les Pokémon sont plutôt équilibrés, à la fois simples et pas trop surchargés. C'est con, mais c'est pour ça que beaucoup de Fakemon ont du mal à être crédibles, parce que parfois, bah ils en font trop. Aujourd'hui, les Pokémon correspondent à un environnement, une culture, une ambiance. Alors que les premiers Pokémon, bien que s'inspirant beaucoup de la culture nippone, n'étaient conçus que comme des monstres, et pas vraiment comme des espèces participant à la logique de leur génération. En bref, des éléments essentiels à notre immersion qui caractérise surtout les régions étaient mieux avant. On le sait, la 9ème génération va être inspirée en grande partie de l'Espagne et peut-être même du Portugal. Comme vous le savez sûrement, ce principe est plutôt récent. Depuis la 5ème génération, la licence s'inspire du monde entier, contrairement aux premières générations qui ne nous offraient que des parties du Japon. Le Kanto pour Kanto, le Kansai pour Johto, l'île Kyushu pour Hoenn et Hokkaido pour Sinnoh. Et en soi, le fait qu'on ne les reconnaissait pas parce que on ne les connaissait pas donnait un côté imaginaire à celle-ci. Au moment de leur sortie en Europe, on n'avait pas l'impression d'être dans des régions inspirées des parties du Japon, mais dans un monde à part entière complètement fictif. Ça n'a absolument rien de mal, au contraire, c'est juste qu'on n'avait pas la ref, donc difficile de saisir l'ambiance. C'est quelque chose qui est globalement corrigé dans les remakes. Ceux de la 3G par exemple ont permis de mieux mettre en avant les particularités de Hoenn et ses inspirations, voire parfois d'en rajouter. Genre à la base, Lavandia c'était ça, avant de devenir un gigantesque complexe abritant restaurants, appartements, arènes, casinos, bref, la ville la plus peuplée de la région. Le fait qu'on soit passé à des régions du monde rend déjà les jeux plus universels, mais renforce aussi notre immersion. Qui peut oser dire qu'il a eu plus la sensation de voyager à Kanto ou Johto qu'à Alola ou Unis? Certes, dans tous les cas, on ne fait que suivre des lignes droites jusqu'à la prochaine arène, mais le sentiment de dépaysement est plus important dans ces dernières. Game Freak a compris que, dans un monde aussi moderne que celui de Pokémon, une vraie aventure ce n'est pas que des combats et des captures, c'est
c'est aussi de découvrir des paysages, des villes et des cultures qui nous sont inconnues. C'est une manière de rendre hommage à celles qui ont servi d'inspiration. C'est aussi un excellent moyen de créer une hype supplémentaire. À chaque génération, on se demande quel pays sera le suivant. Sans parler du fait que Game Freak laisse des indices dans chaque génération. Et on a récemment remarqué qu'Épée et Bouclier ne faisaient pas exception à la règle. En bref, en tant que RPG, ce que l'on attend de la licence, c'est de nous permettre de nous immerger, et ça passe par tout un tas de détails. Musique, décors, personnages, etc. qui seraient en adéquation avec la culture dont elle s'inspire. Et si c'est bien exécuté, on n'a plus qu'à se laisser guider par... L'histoire était mieux avant. Nous faire voyager dans des décors recherchés, c'est beau, mais s'il n'y a pas une bonne histoire derrière pour nous y pousser, bah ça sert pas à grand chose. Évidemment, on ne va pas essayer ici de théoriser sur l'histoire de la 9ème génération. On n'a pas assez de preuves et c'est pas mon but aujourd'hui. Mais avec ce qu'on a eu ces derniers temps, on a de quoi largement parler. Les histoires dans Pokémon, ça a, du moins au départ, jamais eu des ambitions de fou. Ça ne devait être qu'un prétexte pour nous faire vivre une aventure où on combat et capture des Pokémon. Les teams de méchants par exemple n'étant qu'un moyen de nous permettre de capturer un légendaire. Par exemple, les 2 premières générations ne racontaient pas grand chose. La Team Rocket n'a pas plus d'ambition que celle de faire le mal, et on n'a pas plus de choses à faire que de récolter des badges. Et ne me parlez pas de Mewtwo, ça c'était du sous-texte. Mais au moment de la 4ème génération, la licence a tenté de prendre une tournure radicale. Pour faire court, après la 3G, Game Freak et Junichi Masuda voulaient utiliser le potentiel de la licence à son maximum. Ils ont eu assez de matière pour raconter quelque chose de grandiose. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à pouvoir parler de divinité en 4G et par conséquent des dérives de l'homme si la possibilité d'obtenir un tel pouvoir s'offrait à lui. Junichi Masuda était d'ailleurs assez heureux de la tournure que prenait la licence avec Platine. Alors il voulait aller encore plus loin avec la 5ème génération en remettant cette fois-ci en question la place des hommes dans le monde de Pokémon. Puis encore plus loin dans la 6ème génération avec le lien qu'ils pouvaient entretenir avec leurs Pokémon, et ainsi de suite. Bref, les histoires dans Pokémon ont commencé à avoir un fond, un message assez naïf, certes, mais un message quand même. Ce que l'on peut en revanche leur reprocher, c'est comment ils le transmettent. Parce qu'autant avant ça suivait une certaine logique, autant depuis Soleil et Lune, on a l'impression que l'histoire recommence à ne servir à rien d'autre qu'à nous offrir un légendaire. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai personnellement beaucoup apprécié les scénarios de Soleil et Lune et Légende Arceus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne reposent que très peu sur une volonté d'apporter de la cohérence à l'univers. Et je comprends totalement que ça ne soit pas un problème pour certains. C'est juste qu'à mes yeux, logique n'est pas cohérent. La peur de Cormier de voir son village à nouveau dévasté par des Pokémon sauvages, elle est logique. Mais le fait de nous faire spawn Dialga et Palkia car l'un des deux est une menace, on va savoir pourquoi, ce n'est pas cohérent. C'est juste là pour nous donner notre dose de légendaire alors qu'on parle quand même des dieux de l'espace et du temps. Dans X et Y par contre, ça avait du sens d'utiliser Xerneas et Yveltal pour alimenter l'arme suprême, parce qu'ils symbolisent la vie et la mort. L'arme suprême ayant le pouvoir de détruire toute forme de vie avec comme conviction d'en préserver. AZ voulait prendre la vie des Pokémon pour ramener celle de Floette, et Lysandre voulait prendre la vie des Pokémon et des humains pour préserver celle d'une poignée d'élus. C'est logique et c'est cohérent. Alors on espère qu'en 9ème génération, les légendaires qui seront visiblement liés au raisin et à l'orange, soit aux ultraviolets et aux infrarouges, seront introduits avec plus de cohérence. Bref, tout ça pour vous dire, non, c'était pas mieux avant. Mais c'est pas forcément mieux maintenant. Je m'explique. Factuellement, Pokémon, c'est censé être mieux maintenant, et en tout point. Après tout, on est plus exigeant, Game Freak est plus exigeant, le jeu vidéo est plus exigeant. Mais dans les faits, chaque génération est assez différente pour qu'on ait sa préférée, que ce soit par nostalgie ou par ressenti. Et ça, on le doit en partie à la méthode de Game Freak, qui consiste à vendre ses jeux comme des expériences indépendantes, toutes très différentes les unes des autres. Dans le sens où à part Noir et Blanc 2, aucun jeu ne se suit réellement, on a juste droit à des clins d'œil. Aujourd'hui, Pokémon ne forme pas un tout. Malheureusement, avec la situation actuelle du studio et son rythme effréné, on comprend qu'il est de plus en plus dur de proposer quelque chose de complet, aussi bien en termes d'histoire que de contenu. S'inspirer d'un pays et d'une culture, ça prend du temps, et Épée et Bouclier nous auront prouvé que ça se fait pas si facilement. Les paysages étaient super sympas, mais à part Jean Foutre et Jean Prout, bah y a pas tant de références à l'histoire et à la mythologie anglo-saxonne. C'est à peine si elle est effleurée. Et les DLC n'ont rien arrangé du tout. Genre là, t'es en train de me dire que l'histoire de Silveroy, c'est un quiproquo?
depuis 300 ans. Et puis il ne faut pas oublier l'histoire derrière les régies de Galar. Ah bah non, y a pas d'histoire en fait. Pokémon, ça a surtout percé grâce à son concept. Et en vérité, dire que les premières générations étaient mauvaises, ce serait faux, compte tenu des standards de l'époque en matière de RPG. Mais cette vidéo avait surtout pour but de rappeler à quel point, en soi, elle n'a jamais réellement stagné, et s'est toujours efforcée de proposer des paysages, des histoires et des créatures propices à l'émerveillement. D'ailleurs, au moment où je vous parle, une vidéo vient aussi de sortir sur la chaîne d'Elio, et je suis aussi dedans. Alors, allez la voir, elle est en description. Sur ce, merci à Elio pour sa participation, et n'oubliez pas, en vérité, la meilleure génération, c'est la...